de publier chez Glyph Colonne descendre. Alors, c'est un ouvrage très riche. C'est un ouvrage très riche parce que c'est à la fois un thriller, c'est à la fois un roman, c'est à la fois de la science-fiction, c'est à la fois de l'ésotérisme. Comment vous le présenteriez? Bah, moi, je pense qu'on peut dire en quelques mots qu'il s'agit d'un thriller, effectivement, comme vous l'avez souligné, un thriller politique d'abord, une enquête historique, car on va faire appel au passé, une fiction également climatique, car on va être confronté à une situation de la planète un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis aussi comme le portrait d'une femme politique extrêmement déterminée, extrêmement puissante. Dans le titre de votre ouvrage, on est presque dans la langue des oiseaux parce que colonne descendre, il y a quelque chose qui descend. Oui, Et, absolument. et ne parlons pas des satellites, ne parlons pas de la comète qui vient d'arriver, mais il y a aussi autre chose qui descend dans notre civilisation. Alors, où se situe ce point de bascule? Où sont les descentes de notre civilisation? Moi, j'ai voulu, par ce roman, me transplanter dans 20 ans, pour faire en fait un état des lieux de la planète. Qu'en est-il 20 ans après, alors que on connaît toutes les prévisions des scientifiques, on connaît les prévisions des météorologues qui nous disent que tout ça, ça va éclater un jour. Eh bien, 20 ans plus tard, en 2042, puisque c'est là où se situe le roman, on s'aperçoit que le chaos que l'on a si longtemps redouté est arrivé. Il est arrivé. Effectivement, on se retrouve avec énormément de problèmes, des inondations, des méga-feux, des tempêtes, une augmentation des pandémies, choléra, typhus, coronavirus, etc. Donc là, cette planète est à l'agonie. Ok. Que fait, compte tenu de l'état déplorable de la planète, c'est pas seulement en France, c'est la planète entière. Parce que les inondations, c'est partout. Toutes les villes en bordure des océans ou mers sont submergées, sont sous les eaux. On a essayé quoi? On a essayé des filières électriques, on a essayé l'hydrogène pour l'aéronautique, on a créé comment dirais-je, des boucles dans des écosystèmes pour arriver à juguler ce fléau. On a même installé, tenez-vous bien, des parasols, ce que j'ai appelé des parasolaires, à chaque pôle de la planète pour tenter de freiner les rayons solaires qui font fondre la glace. Tout ça n'a pas servi à grand-chose, si je puis dire, parce que malheureusement, le fléau persiste, le fléau existe. On va parler des personnages. Parce qu'il Voilà. y a un mélange de personnages politiques, de personnages religieux, et ces personnages sont tout de même à la fois très réalistes et prophétiques. C'est-à-dire, si on voit le changement démographique en France, on voit bien que pourquoi pas, dans 20 ans, on pourrait avoir un président ou une présidente kabyle. Pourquoi pas? Euh, Comme le disait d'ailleurs Michel Houellebecq dans Soumission. et Michel Houellebecq dans Soumission en 2015, il prévoit un président maghrébin. un nonce apostolique, on ne sait pas s'il se suicide ou s'il est suicidé, et on est en plein dans l'affaire Jeffrey Epstein. On ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il s'est pas suicidé. Donc, Tout à vous fait. avez un ouvrage qui est totalement et d'actualité et totalement prophétique parce qu'on se projette à 20 ans. Et la question c'est, euh, est-ce qu'il y a une nécessité d'unité mondiale pour que ces personnages prennent une signification? Comme vous l'avez compris, et je vois que vous avez lu le livre en détail, bravo. Notre président de la République, qui porte le nom donc de Sarah Souk Berthelot, Kabyle, donc, réunit tous les grands de ce monde à Versailles. Pourquoi à Versailles? Parce que les bâtiments de l'ONU sont sous les eaux, eux aussi. Alors, c'est pour dire si les inondations sont vastes. Elle réunit tous les grands de ce monde à Versailles, non seulement les gouvernants, mais également les experts et autres journalistes pour exposer ce que vous venez de dire, cette fameuse comète, ce que j'ai appelé le convoi funèbre,
qui se dirige sur la Terre, plus précisément sur l'Antarctique, sur le lac Vostok. Alors ce lac Vostok, faut en dire un mot. C'est un lac assez peu connu, alors qu'il pourrait renfermer 60 fois le lac Léman. Il est immense. Il fait 200 km de long, 50 km de large. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il abrite une réserve de méthane extrêmement importante qui, si elle était mise au jour, eh bien, ce serait une bombe écologique épouvantable pour l'humanité. Et lorsque notre présidente sort de cette conférence, qui a anéanti un peu l'auditoire, faut bien le reconnaître, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'elle a rapportées, à ce moment-là, elle est interpellée, et vous l'avez rappelé être à juste titre, par le nonce apostolique près le Vatican, Monseigneur Micheli, qui l'interpelle, qui dit, Madame la Présidente, est-ce que je peux vous voir une seconde? Oui, elle est surprise parce qu'elle n'a pas des relations spécialement agréables avec cet homme sur lequel plane tout un tas de rumeurs, de soirées un peu particulières. Donc, elle l'écoute néanmoins et elle lui dit, ce qui va étonner la présidente, est-ce que vous connaissez le roi d'Agobert? Ah, la présidente tombe des nues, se dit qu'est-ce que vient faire le roi d'Agobert après une séance d'une gravité telle que bon. Et à ce moment-là, il lui dit, elle répond sous le ton de la boutade, ah, celui qui a mis sa culotte à l'envers. Et ça fait pas rire du tout le prélat, car il lui dit, Madame la présidente, vous ne devriez pas prendre cette question à la légère, parce que le sceptre de Dagobert peut sauver l'humanité. Voilà, vous venez de me faire une magnifique transition sur le sceptre. Le sceptre, du point de vue symbolique, c'est un outil de pouvoir, et un outil de pouvoir, donc le pouvoir horizontal, et du suzerain sur ces sujets, et c'est un outil vertical, puisque c'est un outil de justice, qui, quelque part, relie le ciel à la terre. Alors, ce sceptre, du point de vue symbolique, est extraordinaire. On a l'impression qu'il a des pouvoirs spéciaux et qu'il fait émerger la tradition qui voudrait protéger ce sceptre et la science qui s'en défie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, il faut dire que ce régalia, comme on dit, était un objet d'une très grande beauté. 60 centimètres d'or, 4 kilos, 380 pierres précieuses la sphère, ce métal. Vous aviez des émeraudes, saphirs brillants, etc., rubis et autres. Et tout le monde le convoitait, c'est évident. C'était un objet d'une très grande valeur. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que ce sceptre a coexisté avec les rois de France pendant 11 siècles. Il a été créé par l'éveil de Noyon au 7e siècle pour le roi d'Agobert, effectivement, et il a vécu, si je puis dire, jusqu'à la Révolution, puisqu'il a accompagné le sacre de tous les rois de France pendant 11 siècles. Et étonnamment, ce fameux sceptre, on y reviendra sur ses pouvoirs, ce sceptre va disparaître le jour même de la mort de Louis XVI. Alors évidemment, à l'époque, on se pose la question, est-ce que ce sont des malfrats qui l'ont pris pour le fondre et récupérer les pierres? Est-ce que ce sont les révolutionnaires qui l'ont fait disparaître comme le dernier symbole de la monarchie? Est-ce que ce sont au contraire les monarchistes qui ont voulu le dissimuler? On est dans l'expectative parce que il disparaît à la Révolution, mais tenez-vous bien, pendant 2 siècles, on va le chercher et on ne va pas le trouver. Que ce soit Louis XVIII, Charles X, Napoléon, tout le monde lance des enquêtes pour retrouver ce sceptre qui représente une valeur patrimoniale, mais également une valeur spirituelle extrêmement importante. Et on va le retrouver tout à fait par hasard, lors de l'incendie de la basilique de Saint-Denis, où sont rassemblés tous les rois et reines de France. En réalité, il avait été, tenez-vous bien, caché par les embaumeurs, qui étaient évidemment des monarchistes, sous le corps de Louis XVI, de façon à ce qu'on ne puisse pas le trouver. Et c'est lors de cet incendie, lorsque le cercueil de Louis XVI fond, qu'on retrouve le sceptre.
Je terminerai avec une question qui est un petit peu plus science-fiction, c'est-à-dire que Spencer Lewis en 1905 avait dit vers l'an 2000, notre civilisation va trouver une énergie abondante, gratuite et accessible à tous. Tesla avait fait des recherches dans ce même sens. Est-ce que, quelque part, et sans déflorer le suspense des pouvoirs du sceptre de Dagobert, est-ce que si aujourd'hui ces hypothèses de science-fiction, si ces hypothèses se réalisaient, est-ce que ça ne ferait pas évoluer l'humanité? Alors, c'est une très bonne question. On dit, il y a un point essentiel qu'on n'a pas cité au niveau de ce CEP, c'est son côté mystique. Son côté mystique parce que le nonce informe quand même la présidente, quand il lui dit ne prenez pas ça à la légère, il lui dit parce que le CEP renferme l'âme de la vie, le souffle de Dieu. Ah, Alors là, ça nous interpelle. Ça interpelle évidemment la présidente. Et non seulement ça, mais il lui dit, vous savez, le sceptre a renfermé une larme du Christ qui s'est transformée en cristal et qui a été dérobée. Donc, vous voyez toute cette enquête qu'il va y avoir autour de ce sceptre. Étonnamment aussi, lors du sacre, par exemple, de Philippe le Bel, le sceptre disparaît. On le cherche partout. Et en fait, c'était le neveu qui l'avait volé. Il est arrivé avec le sceptre en main, il a ouvert le globe et il est mort foudroyé. Donc je me dis, mais ce sceptre, il a un pouvoir incroyable, parce qu'il est capable des pires miracles et des pires maléfices. la prophétie des Templiers. On n'en dira pas plus parce Voilà. que il faut vraiment que jusqu'au bout, il y ait un suspense qui justifierait que votre ouvrage devienne un film. En tout cas, Claude, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui nous donne envie de maintenant aller jusqu'au bout. J'allais dire jusqu'à la dernière page, c'est pas innocent. Euh, euh, et peut-être, pourquoi pas, une suite au cinéma. Eh ben, j'étais ravi d'être sur votre antenne et merci encore de m'avoir accueilli. À bientôt.